Alors que le monde faisait face à l'ampleur des atrocités nazies, un nouveau chapitre de la justice internationale était sur le point de se développer. Les procès principaux de Nuremberg avaient préparé le terrain. Mais ce n'était que le début. Ce qui suivit fut une série de procédures légales qui approfondirent la sombre machinerie du Troisième Reich. Le tribunal militaire international, plus connu sous le nom de procès principaux de Nuremberg, avait capté l'attention du monde de novembre 1945 à octobre 1946. Au centre de l'attention se trouvaient les figures les plus notoires du national-socialisme. Ces procès établirent un précédent, posant des normes légales pour la poursuite des crimes de guerre qui résonneraient tout au long de l'histoire. Mais à mesure que la poussière retombait sur les procès principaux, une réalité inquiétante émergea. La vaste toile de complicité qui avait permis l'Holocauste et autres atrocités nazies s'étendait bien au-delà des hauts fonctionnaires qui avaient été sur le banc des accusés. Les tentacules du mal avaient atteint tous les recoins de la société allemande, des couloirs stériles des hôpitaux aux usines bruyantes qui alimentèrent la machine de guerre. Il était clair que d'autres procès étaient nécessaires. Les États-Unis, reconnaissant la nécessité d'une reddition de comptes plus large, initièrent une série de 12 procédures supplémentaires. Ce procès postérieur de Nuremberg, tenu entre 1946 et 1949, jetèrent un filet plus large, attrapant ceux qui avaient échappé à la première ronde de justice. Le procès des médecins, la médecine devenue monstre. À mesure que les rouages de la justice commencèrent à tourner à Nuremberg, le monde fut bientôt témoin d'un procès qui ébranlerait les fondements mêmes de l'éthique médicale. Le 9 décembre 1946, un groupe d'hommes qui avaient autrefois juré de soigner furent accusés de crimes monstrueux contre l'humanité. Le procès des médecins, officiellement connu sous le nom de États-Unis d'Amérique contre Karl Brandt, exposerait les horribles profondeurs auxquelles la médecine était tombée sous le régime nazi. Pendant 8 longs mois, la salle d'audience se transforma en un théâtre du macabre, tandis que les procureurs dévoilaient une litanie d'atrocités commises au nom de la science. 23 accusés, dont 20 médecins et 3 hauts fonctionnaires nazis, faisaient face à des accusations qui feraient frémir d'horreur même les observateurs les plus endurcis. Ces hommes, autrefois respectés membres de la communauté médicale, furent accusés d'avoir réalisé des expérimentations inhumaines sur des prisonniers de camps de concentration sans leur consentement. L'ampleur de leurs crimes était stupéfiante. Le général de brigade Telford Taylor, le procureur principal, dressa un tableau sombre pour le tribunal. « Les victimes de ces crimes se comptent par centaines de milliers », déclara-t-il, ces mots flottant lourdement dans l'air. Mais ce n'étaient pas seulement les chiffres qui frappaient, c'était le mépris total pour la dignité humaine. La voix de Taylor se remplit de dégoût lorsqu'il ajouta « Seule une poignée est encore en vie. Certains des survivants apparaîtront dans cette salle d'audience. Mais la plupart de ces misérables victimes furent tuées immédiatement ou moururent au cours des tortures auxquelles elles furent soumises. » Parmi les accusés, 2 figures se distinguaient par leur notoriété et la gravité de leurs crimes. Karl Brandt, le médecin personnel de Hitler, et Victor Brack. Brandt, spécialisé en traumatologie, accéda au cercle intime de Hitler en 1937, et sa femme Anne était très amie avec Eva Braun. Le couple Brandt était un visiteur assidu du Berghof, la résidence du Führer. Karl Brandt dirigea l'administration du programme d'euthanasie, nazi, Action T4 de 1939, et fut impliqué dans des expérimentations criminelles sur des êtres humains avec son adjoint Werner Heide. Le programme consistait en l'exécution systématique de personnes âgées, de déments, de malades incurables, ou d'enfants difformes par gaz ou injection létale dans des asiles, des hôpitaux et des asiles psychiatriques. Ils étaient reconsidérés comme des mangeurs inutiles et un fardeau pour la machine de guerre allemande. La liste des expériences réalisées sous sa supervision ressemblait à un catalogue de cauchemars. Les prisonniers furent soumis à des procédures de stérilisation sans leur connaissance ni consentement, leurs corps traités comme de simples sujets d'expérimentation pour les ambitions perverties de la politique raciale nazie. D'autres furent exposés à des températures extrêmes, leurs souffrances méticuleusement documentées, tandis qu'ils gelaient ou brûlaient. De nouveaux médicaments et traitements furent testés sur des victimes involontaires, souvent avec des résultats fatals. À mesure que le procès avançait, les accusés tentèrent de justifier leurs actions.
Karl Brandt, sa voix teintée d'un manque de remords glaçant, déclara « Je ne me sens pas incriminé. J'étais motivé par des sentiments absolument humains. » Cette tentative de déguiser le génocide avec le langage de la compassion ne fit que souligner les profondeurs de la décadence morale qui avait infecté l'établissement médical nazi. Victor Brack, pour sa part, se cacha derrière le bouclier de l'obéissance, affirmant qu'il ne faisait que suivre des ordres. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient, il devint clair que ces hommes n'étaient pas des participants passifs, mais des architectes actifs de la souffrance et de la mort. Le 20 août 1947, le verdict fut prononcé. 16 des accusés furent déclarés coupables. Pour 7 d'entre eux, dont Brandt et Brack, la sentence fut la mort. Ils rencontrèrent leur fin le 2 juin 1948, leurs vies éteintes par la même efficacité clinique qu'ils avaient autrefois appliquée à leurs victimes. À la suite du procès, naquit le Code de Nuremberg, un ensemble de directives éthiques pour les expérimentations humaines qui façonnerait la recherche médicale pendant des générations. Le procès de Milch, la chute d'un maréchal de la Luftwaffe. À mesure que les échos du procès des médecins s'estompaient, une autre figure émergea des ombres du régime nazi pour affronter la justice. Cet homme, autrefois un puissant maréchal de la Luftwaffe, cachait un secret qui aurait signifié sa ruine sous le même gouvernement qu'il servait. Le procès d'Erhard Milch exposa non seulement l'exploitation brutale du travail esclave, mais aussi l'ironie tordue d'un régime qui élevait un homme d'ascendance juive à ses rangs les plus élevés. Erhard Milch, né le 30 mars 1892, était le fils d'Anton Milch, un pharmacien juif. Dans la hiérarchie raciale de l'Allemagne nazie, cette ascendance aurait dû le condamner. Cependant, grâce à un coup du sort bizarre et aux machinations de Hermann Göring, Milch fut déclaré aryen complet, après avoir présenté une histoire familiale fabriquée à Hitler. Cette tromperie permit à Milch de gravir les échelons, devenant une figure clé de la force aérienne allemande. Mais à mesure que la guerre approchait de sa fin catastrophique, le passé de Milch et ses actions durant le conflit le rattrapèrent. Les accusations portées contre lui dressaient le portrait d'un homme profondément complice des atrocités de la machine de guerre nazie. Le cas de l'accusation était accablant. Erhard Milch est accusé d'avoir commis des crimes de guerre en tant que principal exécutant et complice dans des entreprises impliquant le travail esclave et d'avoir participé consciemment à des entreprises utilisant des prisonniers de guerre dans des opérations militaires contraires aux conventions internationales. Le procès, qui commença le 2 janvier 1947, dura plus de 3 mois. Pendant 39 jours, le tribunal entendit des témoignages et examina des preuves montrant l'ampleur de l'implication de Milch dans les activités criminelles du Reich. Le procureur dressa un tableau sombre d'un homme qui avait supervisé l'utilisation de prisonniers des camps de concentration dans la production d'aéronefs, transformant des usines en lieux d'exploitation et de mort. À mesure que le procès avançait, Milch maintint son innocence, se déclarant non coupable de toutes les charges. Mais le poids des preuves contre lui était écrasant. Le tribunal entendit parler de son rôle dans la machine brutale de l'industrie nazie, où les vies humaines étaient jetables dans la quête des objectifs de production militaire. Les prisonniers de guerre, en violation du droit international, furent contraints de contribuer à l'effort de guerre mené contre leur propre pays. Le 17 avril 1947, le verdict fut prononcé. Le tribunal déclara Milch coupable de 2 des charges, mais l'acquitta d'une concernant les expérimentations médicales. La sentence fut sévère. Réclusion à perpétuité. Milch, qui avait autrefois commandé de vastes flottes aériennes, faisait maintenant face à la perspective de passer le reste de ses jours dans la prison de Rebdorf près de Munich. Cependant, l'histoire d'Erhard Milch ne s'arrêta pas à sa réclusion à perpétuité. Dans un tournant des événements qui soulèveraient des questions sur l'efficacité à long terme des poursuites des crimes de guerre nazis, la sentence de Milch fut commuée en 1951. John G. McCloy, le haut-commissaire américain en Allemagne, réduisit la peine de Milch à 15 ans. Plus surprenant encore, Milch fut libéré sur parole en juin 1954, ayant purgé moins d'une décennie pour ses crimes. Le chapitre final de la vie de Milch fut tranquille. Il vécut ses dernières années à Düsseldorf, décédant le 25 janvier 1972. Son parcours, des sommets du pouvoir nazi à la chaise de l'accusé puis de retour à la vie civile,
sert d'exemple complexe et souvent troublant des défis rencontrés pour administrer la justice après des atrocités sans précédent. Le procès de Milch, bien que moins célèbre que certains de ses homologues, illumina le réseau complexe de complicité qui s'étendait tout au long du régime nazi. Il démontra que même ceux qui auraient dû être persécutés par les lois raciales du Reich pouvaient devenir des auteurs de crimes. Le procès de la justice. Quand la loi devient illégale, alors que le monde faisait face à l'ampleur des atrocités nazies, une question glaçante surgit. Que se passe-t-il lorsque ceux chargés de défendre la loi deviennent ses plus grands violateurs? Le procès de la justice, officiellement connu sous le nom de États-Unis d'Amérique contre Joseph Altstetter, chercha à répondre à cette même question. Ce fut une procédure qui exposa le côté sombre du système juridique nazi, révélant comment juges et avocats avaient dénaturé l'essence même de la justice pour servir les objectifs génocidaires du régime. Le 5 mars 1947, 16 fonctionnaires légaux qui avaient été intégrés au système judiciaire national-socialiste se retrouvèrent sur le banc des accusés. Les accusations portées contre eux dressaient un tableau sombre d'un système juridique corrompu, au-delà de toute reconnaissance, où la balance de la justice avait été irrémédiablement inclinée en faveur de la tyrannie et de l'oppression. Le procès, qui dura jusqu'au 4 décembre 1947, démêla les couches d'un appareil judiciaire devenu un instrument de terreur. Les procureurs présentèrent des preuves de la manière dont ces professionnels du droit avaient armé les tribunaux, les transformant en outils pour des massacres et des tortures de masse. La perversion de la justice était totale et absolue, avec des juges et des fonctionnaires du ministère de la Justice du Reich, des tribunaux spéciaux et les tribunaux du peuple, tous impliqués dans les crimes du régime. Un cas en particulier se détacha comme un exemple frappant des profondeurs auxquelles le système judiciaire nazi était tombé. Le procès de Lehmann Leo Katzenberger, en 1942, devint un point central du processus. Le juge Oswald Rothaug, l'un des accusés, avait présidé le cas Katzenberger, se référant à l'accusé comme un juif syphilitique et déclarant que le métissage était bien pire que le meurtre. À mesure que le procès avançait, un schéma perturbant émergea. Beaucoup des accusés tentèrent de se réfugier derrière la défense de suivre les ordres. Ils affirmèrent qu'ils ne faisaient qu'exécuter des lois établies par le régime nazi, ignorant commodément le fait que ces lois violaient les droits humains fondamentaux. Cette défense, cependant, sonnait creux face aux preuves montrant que ces juges et avocats n'étaient pas des acteurs passifs, mais des participants actifs dans un système de meurtre légalisé. Le dossier de l'accusation était accablant. Il révéla comment les accusés avaient sciemment signé des sentences de mort et des ordres de stérilisation, pleinement conscients que leurs actions étaient incompatibles avec les droits humains fondamentaux. La salle d'audience entendit témoignage après témoignage détaillant comment le système judiciaire avait été armé, devenant une extension de la machine d'extermination nazie. À mesure que le procès touchait à sa fin, le monde attendait de voir comment la justice serait rendue à ceux qui avaient si gravement perverti la loi. Les verdicts, lorsqu'ils tombèrent, furent variés. Plusieurs juges reçurent des peines de prison allant de 5 à 20 ans, tandis que d'autres furent acquittés. Certains considérèrent cela comme un exercice de justice des vainqueurs, où le processus judiciaire était perçu davantage comme une vengeance que comme une procédure légale impartiale. Cette critique souligna les défis de rendre justice à la suite d'atrocités sans précédent, où les concepts mêmes de loi et de moralité avaient été fondamentalement remis en question. Le procès de Paul, l'économie du génocide. Alors que les balances de la justice pesaient sur ceux qui avaient perverti la loi, une autre figure émergea des ombres du régime nazi. Un homme dont les livres de comptes étaient tachés du sang de millions de personnes. Paul, un haut membre des SS, avait gravi les échelons pour atteindre une position de pouvoir immense au sein de la hiérarchie nazie. En tant que chef de l'Office central de l'administration et de l'économie des SS, il supervisa un vaste réseau de camps de concentration, les transformant en un complexe industriel grotesque, où les vies humaines n'étaient que des marchandises à exploiter et à éliminer. Il fut nommé chef du département de l'administration dans l'état-major du Reichsführer et reçut le rang de SS Standartenführer le 1er février 1934 et commença à influencer l'administration des camps de concentration.
Sa carrière continua lorsqu'il fut nommé Verwaltungschef et Reichskassenverwalter pour les SS le 1er juin 1935. Puis, il initia l'inspection des camps de concentration, une organisation pour organiser et superviser l'administration des camps de concentration. Il fonda également la Société pour la préservation et la promotion des monuments culturels allemands, qui se consacra principalement à restaurer Wewelsburg, un ancien château censé devenir un centre culturel et scientifique des SS à la demande de Heinrich Himmler. La société devint bientôt une partie de l'administration des SS dirigée par Paul. Paul fut nommé SS Obergruppenführer et général des Waffen-SS le 20 avril 1942. Le 12 décembre de la même année, après avoir divorcé de sa femme, il épousa Eleonore von Brüning, veuve d'Ernst Rüdiger von Brüning, qui était lui-même le fils de l'un des fondateurs de Höchster Farbwerk, qui devint une partie d'IG Farben en 1925. En 1944, Paul fut démis de ses fonctions concernant les camps de concentration, et le Rüstungsministerium le surpassa. En même temps, la responsabilité de la construction fut également retirée de la SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Cependant, Paul resta à la tête de l'administration des Waffen-SS jusqu'à la fin de la guerre. Les accusations portées contre Paul dressaient un tableau de cruauté systématique à une échelle sans précédent. Il était accusé d'avoir orchestré un plan commun pour commettre des crimes de guerre, de gérer l'administration des camps de concentration et de participer aux meurtres de masse et aux atrocités perpétrées à l'intérieur de leurs enceintes barbelées. Le cas de l'accusation illumina l'efficacité glaçante avec laquelle Paul avait transformé la souffrance humaine en une ressource pour la machine de guerre nazie. Dans la salle d'audience, les témoins racontèrent les horreurs de la vie et de la mort dans les camps administrés par Paul. Les survivants parlèrent de travaux épuisants, de rations de famine et de la présence constante des chambres à gaz. Chaque témoignage ajoutait une touche sombre au portrait d'un homme qui voyait les êtres humains comme rien de plus que des unités de production destinées à mourir en travaillant. À mesure que le procès avançait, la stratégie de défense de Paul émergea, une stratégie aussi insensible que les crimes qu'il avait commis. « Je n'étais qu'un exécutif ou un bureaucrate avec des personnes au-dessus de moi donnant les ordres », affirmait-il, ces mots résonnant faiblement dans la salle du tribunal. Cette tentative de se distancer des atrocités, de se présenter comme un simple rouage dans la machine, contrastait fortement avec la montagne de preuves suggérant son implication intime dans l'opération des camps. Le tribunal ne fut pas dupe des protestations d'innocence de Paul. Ils virent à travers l'apparence de détachement bureaucratique pour atteindre le cœur froid d'un homme qui avait volontairement participé au meurtre et à l'exploitation systématique d'innombrables victimes innocentes. Le verdict, lorsqu'il fut prononcé, était sans équivoque, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le 3 novembre 1947, la sentence fut prononcée. Oswald Paul, l'homme qui avait autrefois le pouvoir de décider de la vie et de la mort de millions de personnes, fut condamné à mort. La potence l'attendait, un destin que beaucoup considéraient comme trop clément, étant donné l'ampleur de ses crimes. Cependant, dans un retournement qui souligna les complexités de la justice d'après-guerre, l'exécution de Paul ne fut pas rapide. Pendant près de 4 ans, il languissait dans la prison de Landsberg, ses jours s'étirant en un reflet du tourment qu'il avait infligé à tant d'autres. Ce ne fut que le 7 juin 1951 que la sentence fut finalement exécutée. Oswald Paul trouva sa fin à une corde, sa vie éteinte avec la même efficacité clinique qu'il avait autrefois appliquée aux victimes des camps. À la suite de l'exécution de Paul, des questions subsistèrent sur la nature de la culpabilité et de la responsabilité face au mal systématique. Combien d'autres, dans des bureaux et des salles de réunion à travers le Reich, avaient contribué à l'Holocauste par leur complicité silencieuse ou leur participation active? L'appareil économique du génocide, révélé lors du procès de Paul, projetterait une longue ombre sur les procédures ultérieures, tandis que le monde luttait pour faire face à l'ampleur totale des crimes du régime nazi. Le procès de Flick, la sombre complicité de l'industrie. À mesure que les rouages de la justice continuaient de tourner, le focus se déplaça des exécutants de la politique nazie à ceux qui avaient alimenté la machine de guerre du Reich. Le prochain à comparaître devant le tribunal fut un homme dont le nom était synonyme de l'industrie allemande
et dont la richesse s'était bâtie sur les os des travailleurs esclaves. Friedrich Flick, autrefois un titan de l'acier et du charbon, faisait maintenant face à un jugement pour son rôle dans les atrocités du régime nazi. L'ascension de Flick au pouvoir avait été météorique. Issu de débuts modestes, il avait forgé un empire industriel, englobant des mines de charbon, des aciéries et des usines d'armement. Lorsque les nazis prirent le pouvoir, Flick était déjà une force incontournable dans l'industrie allemande, mais c'est son alignement volontaire avec le régime nazi qui scellerait son destin et ternirait son héritage à jamais. À mesure que le procès se déroulait, le procureur dressa un tableau accablant de la complicité de Flick. Voici un homme qui n'avait pas seulement profité de l'effort de guerre nazi, mais qui avait contribué activement à ses crimes les plus atroces. Les accusations portées contre lui étaient graves, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dérivés de son utilisation du travail esclave dans son vaste complexe industriel. Les chiffres étaient stupéfiants. Plus de 48 000 prisonniers des camps de concentration avaient été forcés de travailler dans les usines de Flick dans des conditions si brutales qu'on estime que 34 800 y ont perdu la vie. Mais les crimes de Flick allaient au-delà de l'exploitation du travail esclave. Le procureur révéla qu'il avait été un généreux bienfaiteur de Heinrich Himmler, lui donnant plus de 7 millions de marques du Reich sur une décennie. Ce soutien financier avait contribué à huiler les rouages de la machine de mort nazie, faisant de Flick non seulement un bénéficiaire passif des politiques du régime, mais un participant actif à ses crimes. À mesure que les preuves s'accumulaient, la défense de Flick commença à s'effondrer. Hesse's tentative de se distancer du régime nazi sonnait creux face aux preuves documentaires de ses liens étroits avec son leadership. Le verdict, lorsqu'il fut rendu, marqua un moment de reddition des comptes. Friedrich Flick fut reconnu coupable et condamné à 7 ans de prison. Ce fut une peine que beaucoup considérèrent trop indulgente étant donné l'ampleur de ses crimes. En un tournant qui souleva des questions sur l'efficacité de la justice d'après-guerre, le temps de Flick derrière les barreaux fut écourté. Après avoir purgé seulement 3 ans, il fut libéré, sa liberté assurée grâce à l'intervention de John G. McCloy, le haut-commissaire américain pour l'Allemagne. Cette libération anticipée devint un point de controverse, vu par beaucoup comme un échec du système judiciaire à responsabiliser véritablement les industriels puissants pour leurs actions pendant la guerre. En fin de compte, le procès de Flick souleva des questions inconfortables sur la nature de la culpabilité et de la complicité en temps de guerre, des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Le procès d'A.I.G. Farben, la chimie de la mort. À mesure que les rouages de la justice continuaient de tourner à Nuremberg, le focus se déplaça vers une entreprise dont les produits avaient alimenté à la fois la machine de guerre nazie et l'Holocauste lui-même. Le procès d'I.G. Farben, autrefois le plus grand conglomérat chimique d'Allemagne, exposa l'effrayante intersection entre l'industrie et le génocide. Fondé le jour de Noël de 1925, I.G. Farben était devenu une puissance d'innovation et de production. Mais sous son apparence de progrès scientifique se cachait une vérité plus sombre. À mesure que le régime nazi consolidait son emprise sur l'Allemagne, I.G. Farben devint une partie intégrante de la vision de Hitler pour la conquête et la purification raciale. Le rôle de l'entreprise dans l'Holocauste devint le point central du procès. Au cœur de l'affaire se trouvait le Zyklon B, le gaz toxique utilisé dans les camps d'extermination. À mesure que les témoins prenaient la parole, l'ampleur de la complicité d'I.G. Farben apparaissait dans toute sa clarté. L'entreprise n'avait pas seulement fabriqué les moyens de l'assassinat de masse, mais elle avait également profité de la souffrance d'innombrables victimes. Les estimations suggéraient que plus de 83 000 prisonniers avaient été forcés de travailler dans les usines d'I.G. Farben, leur vie considérée comme jetable dans la quête de profit. Le procès, qui commença le 27 août 1947, dura presque un an. 23 dirigeants faisaient face à des accusations allant de la planification et de la réalisation de guerres d'agression à l'exploitation du travail esclave. Beaucoup affirmèrent qu'ils ne faisaient que suivre les ordres, une litanie devenue trop familière dans les salles d'audience de Nuremberg. D'autres soutinrent qu'ils ignoraient le véritable but de leurs produits. À mesure que le procès avançait, le procureur se concentra sur le projet le plus notoire d'I.G. Farben, l'usine de caoutchouc synthétique Buna à Auschwitz. Cette usine, construite en utilisant le travail des prisonniers des camps de concentration,
se dressait comme un symbole frappant de la volonté de l'entreprise de tirer profit de la souffrance humaine. Le taux de mortalité parmi les travailleurs était stupéfiant, avec d'innombrables vies sacrifiées sur l'autel de la production industrielle. Lorsque le verdict fut finalement rendu le 30 juillet 1948, il fut accueilli avec un mélange de soulagement et de déception. 9 des accusés furent reconnus coupables de crimes de guerre, avec des peines de prison allant d'1 an et demi à 8 ans. Cependant, beaucoup estimèrent que ces peines étaient trop indulgentes étant donné l'ampleur des crimes d'I.G. Farben. L'opinion dissidente du juge Paul M. Hébert captura ce sentiment. Il argua que la défense de la nécessité employée par les dirigeants n'avait aucun fondement, déclarant que leur politique était enracinée dans un effort conscient pour exploiter le travail esclave. Après le procès, I.G. Farben fut dissoute, ses actifs répartis entre plusieurs petites entreprises. Cependant, l'héritage de ces crimes perdura, une tache sombre dans l'histoire de l'industrie allemande. Le procès des otages, généraux et leurs représailles brutales. Alors que le monde faisait face aux crimes des industriels et des scientifiques, un autre groupe de criminels de guerre nazie attendait son jugement. Il ne s'agissait pas d'hommes en blouse de laboratoire ou dans des salles de réunion, mais de généraux aguerris dont les actions avaient dévasté de vastes régions du sud-est de l'Europe. Le procès des otages, officiellement connu sous le nom de États-Unis d'Amérique contre Wilhelm List, exposa les tactiques brutales employées par les dirigeants militaires allemands dans leur tentative désespérée de réprimer les mouvements de résistance. Du 8 juillet 1947 au 19 février 1948, la salle d'audience de Nuremberg devint le théâtre où se déroula le sombre drame de la campagne des Balkans. Les accusés, autrefois fiers généraux de la Wehrmacht, faisaient maintenant face à des accusations qui secouaient les fondements même de la conduite militaire. Au cœur du dossier de l'accusation se trouvait une pratique effrayante, l'exécution systématique d'otages en représailles aux attaques partisanes. Il ne s'agissait pas de la confusion de la guerre obscurcissant le jugement, mais d'une stratégie calculée conçue pour terroriser les populations locales et les soumettre. Pour chaque soldat allemand tué par les combattants de la résistance, des dizaines de civils innocents payaient de leur vie. L'échelle de ces représailles était stupéfiante. Le brigadier général Telford Taylor, le procureur principal, dévoila la mathématique horrifiante de la vengeance. « Les victimes de ces crimes se comptent par centaines de milliers », déclara-t-il, ces mots résonnant dans la salle du tribunal. Mais ce n'était pas seulement la perte de vie qui constituait la preuve des crimes des généraux. Des villages entiers avaient été rasés, leur destruction servant d'avertissement sombre à ceux qui osaient résister. À mesure que le procès avançait, une question juridique centrale émergea. Les partisans pouvaient-ils être considérés comme des belligérants légitimes? La réponse déterminerait si les combattants de la résistance capturés pouvaient revendiquer les protections accordées aux prisonniers de guerre. Dans une décision qui aurait des implications de grande portée, le tribunal conclut que les partisans pouvaient être exécutés comme des criminels sans procès, sanctionnant effectivement l'exécution sommaire de ceux qui prenèrent les armes contre les forces d'occupation. Les accusés, pour leur part, cherchèrent refuge dans la défense classique des ordres supérieurs. Ils prétendirent que les représailles brutales n'étaient pas de leur propre invention, mais le résultat des directives des plus hauts niveaux du leadership nazi. Des noms comme Hitler et le maréchal de camp Wilhelm Keitel furent invoqués comme pour tenter de transférer le poids de la culpabilité aux déjà condamnés. Cependant, à mesure que les preuves s'accumulaient, il devint clair que ces généraux n'étaient pas de simples pions dans un jeu plus grand. Ils avaient exercé leur autorité avec une brutalité qui dépassait les limites de la nécessité militaire. L'exécution indiscriminée de civils et la destruction massive de biens étaient des témoignages d'une politique qui avait plus en commun avec la terreur qu'avec la guerre légitime. Lorsque les verdicts furent enfin rendus, ils reflétèrent la nature complexe de la culpabilité en temps de guerre. Certains des accusés furent acquittés, les preuves contre eux étant jugées insuffisantes. D'autres reçurent des peines allant du temps déjà purgé à la réclusion à perpétuité. Les résultats variés soulignèrent les défis de l'attribution de la responsabilité individuelle pour des actions menées dans le cadre d'un régime criminel. Le procès de Roucha, architecte de la pureté raciale. Alors que le monde faisait face aux horreurs des atrocités nazies, une sinistre vague d'idéologie raciale émergea des ombres.
Le procès de l'Office principal de la race et du peuplement, connu sous le nom de Roucha, exposa les architectes de la vision tordue du Troisième Reich sur la pureté raciale. Cette procédure dévoila les profondeurs des politiques raciales nazies, révélant un plan calculé pour remodeler la structure même de la société européenne. Le procès de Roucha, qui commença le 20 octobre 1947, se concentra sur la mise en œuvre des doctrines raciales nazies. Au cœur de celle-ci se trouvait le concept de Lebensraum, l'idée que le peuple allemand avait besoin de plus d'espace vital pour prospérer. Mais ce n'était pas une simple ambition territoriale, c'était une croisade eugénique, destinée à créer un empire allemand racialement pur à travers une combinaison de colonisation, d'extermination et de sélection génétique. Au centre de cette vision cauchemardesque se trouvait le programme Lebensborn, un projet initié par Heinrich Himmler en décembre 1935. Cette initiative, enveloppée de secrets, visait à augmenter le taux de natalité arien en fournissant un soutien aux familles racialement pures. Mais sous son apparence de bien-être social se cachait un objectif plus sombre. Le programme encourageait les mères célibataires à avoir des enfants considérés comme racialement adéquats, créant une génération de descendants racialement précieux pour les SS. À mesure que le procès avançait, l'ampleur réelle du programme Lebensborn devenait évidente. Des installations avaient été établies dans les pays occupés où des femmes répondant aux critères raciaux stricts étaient encouragées à avoir des enfants pour les SS. Mais les tentacules du programme s'étendaient encore plus loin. Des preuves émergèrent d'une opération systématique d'enlèvement, où des enfants de familles non aryennes étaient arrachés de force pour être adoptés par des familles allemandes. Le tribunal entendit des témoignages glaçants sur la façon dont les fonctionnaires de Roucha effectuaient des évaluations raciales exhaustives, déterminant le destin de populations entières sur la base de critères arbitraires. Ceux considérés comme indésirables faisaient face à un sort sombre. Les avortements forcés devinrent un outil de politique raciale, avec des femmes contraintes d'interrompre leur grossesse si leurs enfants à naître étaient jugés racialement inférieurs. À mesure que le procureur construisait son dossier, l'échelle des crimes de Roucha devenait évidente. Les accusations portées contre les 14 accusés dressaient le tableau d'une bureaucratie dédiée au génocide. Ces hommes faisaient face à des accusations non seulement de crimes contre l'humanité, mais aussi d'avoir adopté une politique d'extermination systématique sous le couvert de l'amélioration raciale. Les accusés, confrontés au poids des preuves contre eux, recoururent à une défense familière. Beaucoup affirmèrent qu'ils ne faisaient que suivre les ordres, attribuant leurs actions aux directives de Hitler et Himmler. Certains tentèrent même de présenter leur travail comme étant uniquement centré sur des questions démographiques et sociales, une affirmation qui paraissait creuse face à l'immense souffrance qu'ils avaient causée. Les paroles de l'un des accusés capturèrent l'indifférence glaçante qui avait permis de telles atrocités. « Je ne ressens pas que je sois incriminé », déclara-t-il, sa voix dénuée de remords. « J'ai été motivé par des sentiments absolument humains. Cette tentative de déguiser le génocide sous le langage de la compassion ne fit que souligner les profondeurs de la décadence morale qui avait infecté l'appareil racial nazi. Les verdicts, lorsqu'ils tombèrent, servirent d'ajustement de compte pour les architectes de la politique raciale nazie. Mais ils soulevèrent également des questions inconfortables sur la nature de la culpabilité et de la responsabilité dans un régime où l'impensable était devenu routine. Le procès des Einsatzgruppen, confrontation avec les escadrons de la mort. À mesure que les rouages de la justice continuaient de tourner à Nuremberg, la salle d'audience se préparait pour le chapitre le plus effrayant des atrocités nazies. Le procès des Einsatzgruppen, les unités mobiles d'extermination du Troisième Reich, révéla la machine brute du génocide, dépouillée de toute prétention de légalité ou de nécessité militaire. Après l'invasion de Hitler en Union soviétique, CES Escadron de la mort suivait de près la Wehrmacht dans son avancée. Leur mission était claire et sans équivoque, éliminer ceux considérés comme ennemis de l'État nazi. Juifs, Roms, communistes et autres indésirables tombèrent victimes de leur campagne impitoyable d'extermination. L'ampleur de leurs crimes défiait la compréhension. Le brigadier général Telford Taylor, le procureur principal, brossa un tableau sombre pour le tribunal. « Les victimes de ces crimes se comptent par centaines de milliers », déclara-t-il, ces mots résonnant lourdement dans l'air.
Mais ce n'était pas seulement les chiffres qui frappaient. C'était le mépris total pour la dignité humaine. La voix de Taylor se chargeait de dégoût alors qu'il ajoutait « Seul un petit nombre est encore en vie. Certains des survivants apparaîtront dans cette salle d'audience. Mais la majorité de ces misérables victimes ont été tuées immédiatement ou sont mortes au cours des tortures auxquelles elles ont été soumises. » Parmi les accusés, une figure se distinguait par sa proéminence et la gravité de ses crimes. Otto Ollendorff, qui avait dirigé l'Einsatzgruppe D, se trouvait au centre du dossier de l'accusation. En juin 1941, Reinhard Heydrich nomma Ollendorff commandant de l'Einsatzgruppe D, opérant dans le sud du front de l'Est, en particulier en Ukraine et en Crimée, pour exterminer les Juifs et réprimer les groupes partisans et les activités de la résistance russe. Dans l'exercice de cette fonction, Ollendorff est responsable du massacre de Simferopol, où au moins 14 300 personnes, principalement des Juifs, furent assassinées. À la fin de la guerre, il resta avec le groupe personnel du Reichsführer des SS, Heinrich Himmler, et fut témoin de son arrestation le 20 mai 1945 à Lunebourg. Parmi les accusés se trouvait également le SS-Standartenführer Paul Blobel, une figure clé dans les atrocités commises par les Einsatzgruppen. Babi Yar, un ravin à la périphérie de Kiev, devint l'un des noms les plus infâmes de l'histoire. Entre le 29 et le 30 septembre 1941, 33 771 Juifs y furent assassinés, lors d'un des plus grands massacres de la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, 66 000 autres personnes furent assassinées au même endroit. Les troupes allemandes ordonnèrent à cette population d'apporter leurs effets personnels et documents dans une zone forestière, où ils étaient contraints de se déshabiller avant d'être exécutés en masse. Les corps s'accumulaient en rangées, les uns sur les autres. Lorsque certains tentèrent de s'échapper, ils furent capturés et ramenés sur le lieu des crimes. Blobel, impliqué dès le début dans l'opération Barbarossa, ne montra aucun remords pendant son procès. Malgré sa tentative de minimiser sa participation, affirmant qu'il n'était complice que de la mort de 10 000 à 15 000 personnes et non des 100 000 qui lui étaient imputées, sa responsabilité était claire. Lors de la retraite de l'armée allemande de Russie, Blobel tenta d'effacer les traces des atrocités commises. Chargé de la mission Action 105, il retourna à Babi Yar pour exhumer et brûler les corps, bien qu'il n'ait pas réussi à éliminer toutes les preuves. Les Soviétiques trouvèrent des traces claires des atrocités des SS. Décoré à 2 reprises de la Croix de Fer pendant la Première Guerre mondiale, Blobel rejoignit les rangs des Einsatzgruppen, où il resta jusqu'à sa détention et son procès. Les chroniques assurent qu'il ne se repentit jamais. À mesure que le procès avançait, la défense de Ollendorff révéla la logique tordue qui avait permis de telles atrocités. La salle d'audience resta silencieuse tandis que Ollendorff prenait la parole. Ses mots, prononcés avec un détachement glaçant, dévoilaient la mentalité des auteurs. « Je crois que je remplissais mon devoir », affirma-t-il, sa voix dénuée d'émotion ou de remords. Cette tentative de déguiser le meurtre de masse sous le langage du devoir et de l'obéissance devint un thème récurrent tout au long du procès. À mesure que l'accusation construisait son dossier, la véritable nature des opérations des Einsatzgruppen devenait évidente. Il ne s'agissait pas d'actions d'unités incontrôlées ou d'individus trop zélés. Les rapports et ordres opérationnels présentés comme preuves révélaient une approche systématique du génocide, méticuleusement planifiée et exécutée avec une efficacité bureaucratique. Les accusés, confrontés à des preuves accablantes de leur culpabilité, recouraient souvent à la défense des ordres supérieurs. Ils prétendaient ne suivre que les directives des plus hauts niveaux du leadership nazi. Mais le tribunal ne se laissa pas influencer par ces arguments. Le principe de responsabilité individuelle pour crimes de guerre, établi lors de procès précédents, serait appliqué rigoureusement. Lorsque les verdicts furent finalement rendus, ils reflétèrent la gravité des crimes commis. Plusieurs membres de haut rang des Einsatzgruppen furent condamnés à mort. Un autre des condamnés à mort fut le SS-Obersturmbannführer Werner Braun. D'octobre 1941 jusqu'au début de septembre 1942, Braun fut le commandant du Sonderkommando 11B, partie de l'Einsatzgruppen D, qui était sous le commandement de Otto Ollendorff. Sous le commandement de Werner Braun, le Sonderkommando 11B a mené le massacre de Simferopol en Crimée, où en 3 jours,
Du 11 au 13 décembre 1941, ils ont assassiné 14 300 Juifs. En septembre 1942, Braun retourna à Halle. En 1943, il fut promu au rang de SS Obersturmbannführer. De 1943 à 1944, il fut le chef de l'Académie des services étrangers d'Allemagne, jusqu'à ce qu'en 1945, il soit envoyé en Norvège comme commandant de la police de sécurité et SD. Après la fin de la guerre, Braun fut accusé de criminel de guerre lors du procès des Einsatzgruppen, qui se déroula devant le tribunal militaire de Nuremberg. La seule défense de Braun était qu'il agissait sous des ordres supérieurs, parfois appelés la défense de Nuremberg. Cela fut rejeté par le tribunal. En octobre 1941, il fut affecté à l'Einsatzkommando 11B. En tant que chef de cette unité, Braun connaissait l'ordre du Führer et l'exécuta à fond. Sa défense est la défense générale des ordres supérieurs, ce qui ne sert pas plus à Braun qu'à toute autre personne qui exécute un ordre criminel avec le zèle que Braun a apporté à l'ordre du Führer. Plusieurs rapports impliquent Braun et son commando dans le sordide commerce des assassinats illégaux. Le 10 avril 1948, Braun fut condamné à mort et peu après minuit, le 7 juin 1951, il fut exécuté par pendaison dans la prison de Landsberg. D'autres criminels de guerre des Einsatzgruppen furent également pendus le 7 juin 1951 dans la prison de Landsberg, y compris Otto Ollendorf, Erich Naumann, Paul Blobel et Oswald Pohl. Tandis que Braun était escorté dans le couloir vers la potence, il cria « Kameraden et lebe Deutschland !» Le procès de Krupp, armes de guerre et exploitation. Alors que la poussière se déposait sur le procès des Einsatzgruppen, l'attention du monde se tourna vers un autre aspect de la machine de guerre nazie, celui qui avait forgé les mêmes armes utilisées pour mener la guerre de conquête d'Hitler. La dynastie Krupp était entrelacée avec l'histoire allemande depuis des siècles, son acier et SS armement façonnant les fortunes de la nation tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Mais c'est pendant l'ère nazie que l'empire Krupp atteignit son apogée et son nadir moral. Alors que le régime d'Hitler se préparait à la domination mondiale, les usines de Krupp produisaient les moteurs de destruction qui allèrent bientôt dévaster l'Europe. Cependant, les accusations portées contre les dirigeants de Krupp allaient au-delà de la simple production d'armes. Le ministère public brossait un tableau sombre d'un colosse industriel qui non seulement avait armé l'effort de guerre nazi, mais avait également profité de l'exploitation humaine à grande échelle. Les usines de la compagnie, autrefois acclamées comme des merveilles de l'ingénierie allemande, furent révélées comme des sites de souffrance humaine immenses. Friedrich Krupp, le patriarche de cet empire industriel, se trouvait au cœur de la tempête. Les accusations portées contre lui et ses collègues étaient accablantes. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité, découlant de leur participation volontaire aux politiques brutales du régime nazi. Le ministère public a soutenu que ces hommes n'étaient pas de simples bénéficiaires passifs de la machine de guerre d'Hitler, mais des contributeurs actifs à ces aspects les plus atroces. La défense présentée par les dirigeants de Krupp répétait une litanie entendue dans d'autres procès de Nuremberg. Ils étaient simplement des hommes d'affaires, suivant des ordres et exécutant des contrats. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient, cette façade commençait à s'effondrer. Le tribunal reçut des documents révélant les liens étroits entre la direction de Krupp et les plus hautes sphères du parti nazi. À mesure que le procès touchait à sa fin, le monde attendait de voir comment la justice serait rendue à ceux qui avaient transformé leur génie industriel en des fins si sombres. Le verdict, lorsqu'il fut rendu, fut varié. Friedrich Krupp fut condamné à 12 ans de prison, une peine que beaucoup jugèrent trop clémente étant donné l'ampleur de ses crimes. Les peines imposées à ses collègues dirigeants variaient du temps déjà purgé à plusieurs années de prison. Cependant, même ces peines s'avérèrent plus symboliques que punitives. Dans un tournant qui soulèverait des questions sur l'efficacité de la justice d'après-guerre, de nombreux dirigeants de Krupp verraient leurs peines commuées ou réduites. Friedrich Krupp lui-même serait libéré après avoir purgé seulement 3 ans, libre de reconstruire son empire industriel après la défaite de l'Allemagne. Le procès des ministères, les bureaucrates du génocide. Alors que le rideau tombait sur le procès des industriels qui avaient alimenté la machine de guerre nazie, un autre groupe d'accusés émergeait de l'ombre du Troisième Reich.
Ce n'étaient pas des hommes qui avaient brandi des armes ou commandé des armées, mais des bureaucrates anonymes qui avaient fait tourner les rouages du génocide avec des plumes et du papier. Le procès des ministères, également connu sous le nom de procès de Wilhelmstrasse, exposerait l'efficacité glaciale de l'administration nazie et la culpabilité de ceux qui avaient facilité les meurtres de masse depuis leur bureau. Après la défaite de l'Allemagne, le monde faisait face à une réalisation effrayante. L'Holocauste n'était pas l'œuvre de quelques fous, mais un effort systématique qui nécessitait la complicité de milliers de personnes. Parmi eux se trouvaient les hauts fonctionnaires du gouvernement nazi, des hommes dont les signatures avaient condamné des millions de personnes à mort et dont les mémorandums avaient orchestré la solution finale. Les accusés du procès des ministères représentaient une section transversale de la bureaucratie nazie, des couloirs du ministère des Affaires étrangères aux chambres de la chancellerie du Reich. Ces hommes avaient été l'épine dorsale administrative du régime d'Hitler. Leurs crimes ne se commettaient pas avec des armes ou du gaz, mais avec des machines à écrire et des tampons en caoutchouc. Au fur et à mesure que le procès se déroulait, le ministère public dressait un tableau accablant de la complicité bureaucratique. Le tribunal entendit des preuves de la façon dont ces fonctionnaires avaient détourné la machinerie gouvernementale pour servir les objectifs génocidaires des nazis. Des mémorandums détaillant la déportation des Juifs, des ordres de stérilisation forcée et des rapports sur l'avancement de la solution finale furent présentés, chacun signé par des hommes qui se trouvaient maintenant sur le banc des accusés. Parmi les accusés se trouvait Otto Hoffmann, autrefois haut fonctionnaire à la Rucha, le bureau nazi responsable de la politique raciale. Les accusations portées contre lui révélaient le calcul froid de l'eugénisme nazi. Hoffmann était accusé de superviser les stérilisations forcées, un programme qui avait cherché à éliminer ceux considérés comme inaptes du pool génétique de la soi-disant race supérieure. La défense présentée par ces bureaucrates répétait une litanie familière dans les procès de Nuremberg. Beaucoup prétendèrent simplement exécuter des ordres, sans reconnaître leur responsabilité dans les politiques d'extermination systématique qu'ils avaient aidé à mettre en œuvre. Cette tentative de se cacher derrière le bouclier de l'anonymat bureaucratique fut mise à l'épreuve au fur et à mesure que le procès avançait. À mesure que les preuves s'accumulaient, la véritable nature de l'implication des accusés devenait évidente. Ils n'étaient pas des observateurs passifs, mais des participants actifs dans la machine du génocide. Leurs signatures avaient transformé des politiques en actions. Leurs mémorandums avaient mis en marche les rouages de la destruction. Le tribunal entendit des témoignages de la façon dont ces fonctionnaires avaient signé en toute conscience des sentences de mort et des ordres de stérilisation, pleinement conscients des conséquences de leurs actions. Lorsque les verdicts furent enfin rendus, ils reflétaient la nature complexe de la culpabilité dans un régime où le mal était devenu une politique. Plusieurs accusés furent reconnus coupables de crimes contre l'humanité, avec des peines allant du temps déjà purgé à la réclusion à perpétuité. D'autres furent acquittés, les preuves de leur participation étant jugées insuffisantes pour justifier une condamnation. Le procès des ministères dévoila la complicité bureaucratique qui avait permis l'Holocauste. Il montra comment les tâches banales de l'administration gouvernementale avaient été perverties pour servir des fins génocidaires. À la suite du procès, le monde fut laissé à faire face à des vérités inconfortables sur la nature du mal et la facilité avec laquelle des individus ordinaires peuvent se retrouver piégés dans son filet. Le procès du haut commandement, les chefs militaires sur le banc des accusés. Alors que les échos de la justice résonnaient dans les couloirs de Nuremberg, l'attention se portait sur ceux qui avaient orchestré les conquêtes militaires du Reich. Le procès du haut commandement, qui commença le 30 décembre 1947, traduirait devant le tribunal les architectes mêmes de la machine de guerre allemande. Il ne s'agissait pas de simples soldats d'infanterie ou d'officiers de niveau moyen, mais des plus hauts rangs du leadership militaire, des hommes dont les décisions avaient façonné le cours du conflit le plus dévastateur de l'histoire humaine. Les accusés dans ce procès représentaient le sommet du pouvoir militaire de l'Allemagne. Des maréchaux et des généraux qui avaient autrefois commandé de vastes armées se retrouvèrent maintenant dépouillés de leurs médailles et uniformes, faisant face à des accusations qui pourraient les conduire à la potence. Parmi eux se trouvaient des figures telles que Wilhelm von Lieb, Hugo Sperl et Georg von Küchler,
des noms qui avaient autrefois inspiré la crainte dans le cœur des commandants alliés. À mesure que le procès avançait, le ministère public dressait un tableau sombre d'un leadership militaire dévoyé. 6 hommes n'étaient pas seulement accusés d'avoir mené une guerre agressive, mais de crimes qui défiaient les principes mêmes de l'honneur martial qu'ils prétendaient défendre. Les accusations allaient de l'exécution de civils au mauvais traitement des prisonniers de guerre, chacun rappelant brutalement la cruauté qui avait caractérisé l'effort de guerre allemand. La défense présentée par ces commandants autrefois fiers se concentrait souvent sur le concept de nécessité militaire. Ils soutenaient que leurs actions, aussi dures soient-elles, étaient dictées par les exigences de la guerre. Cependant, à mesure que les preuves s'accumulaient, cette façade commençait à s'effondrer. Le tribunal entendit des témoignages sur des politiques de la terre brûlée qui avaient dévasté des régions entières, des assassinats de représailles qui avaient coûté la vie à d'innombrables innocents. L'une des accusations les plus accablantes contre les accusés fut leur complicité dans l'infâme ordre des commissaires. Cette directive, émise par Hitler lui-même, exigeait l'exécution sommaire des officiers politiques soviétiques capturés sur le champ de bataille. La mise en œuvre de cet ordre, argumenta le ministère public, transformait le conflit d'une guerre entre soldats en une campagne d'extermination idéologique. À mesure que le procès avançait, une question centrale surgissait. Jusqu'à quel point les chefs militaires pouvaient-ils être tenus responsables des actions de leurs subordonnés? Le ministère public soutenait que la responsabilité de commandement s'étendait au-delà du champ de bataille immédiat, englobant la conduite générale de l'effort de guerre. Les accusés, pour leur part, affirmaient souvent ignorer les atrocités commises sous leur commandement, une défense qui semblait creuse face à l'accumulation des preuves. Les verdicts, lorsqu'ils furent rendus, reflétèrent la complexité de la culpabilité en temps de guerre. Sur les 14 accusés, 2 furent acquittés, tandis que les autres reçurent des peines allant du temps déjà purgé à la réclusion à perpétuité. Le maréchal Wilhelm von Lieb, autrefois commandant du groupe d'armée Nord, fut condamné à 3 ans de prison. D'autres, comme Georg von Küchler, furent confrontés à des peines plus sévères, allant jusqu'à 20 ans. Les séquelles. Que sont devenus les nazis condamnés? Alors que la poussière des procès de Nuremberg se dissipait, le monde observait, retenant son souffle, pour voir comment la justice serait rendue à ceux qui avaient orchestré les plus grandes atrocités de l'histoire humaine. Les destins des nazis condamnés se révéleraient aussi complexes et controversés que les procès eux-mêmes, soulevant des questions sur la nature de la justice et la rédemption après des crimes inimaginables. Les sentences prononcées par les tribunaux allaient de la mort à la réclusion à perpétuité, certains recevant des peines aussi courtes que le temps déjà purgé. La potence attendait ceux considérés comme les plus coupables des crimes du Reich. Le 2 juin 1948, 7 hommes, dont Karl Brandt et Victor Brack, figures clés du programme d'euthanasie nazi, trouvèrent leur fin par la main du bourreau. Leurs derniers moments marquèrent un sombre épilogue aux expériences médicales qui avaient coûté la vie à d'innombrables victimes. Cependant, pour chaque exécution rapide, il y eut des ça qui se prolongeraient pendant des années, leurs résultats bien moins certains. Oswald Pohl, l'architecte de l'exploitation économique du système des camps de concentration, languissait en prison pendant des années avant que sa sentence ne soit exécutée. Le 7 juin 1951, il fit finalement face à son jugement final pour ses crimes, sa vie se terminant avec la même efficacité clinique qu'il avait autrefois appliquée à ses victimes. Pour ceux qui échappèrent à la potence, la vie derrière les barreaux devint leur nouvelle réalité. Certains, comme Albert Speer, l'architecte en chef d'Hitler et ministre de l'Armement, purgèrent leur peine complète. Les 20 années de Speer à la prison de Spandau devinrent une période de réflexion et de prétendus remords, bien que les débats sur la sincérité de sa contrition persistent bien après sa libération. Cependant, à mesure que les années passaient et que le paysage géopolitique changeait, les destins de nombreux nazis condamnés prirent des tournants inattendus. Le début de la guerre froide apporta avec lui une réévaluation des priorités, et de nombreuses sentences furent commuées ou raccourcies. Ce changement de politique provoqua des controverses et souleva des questions inconfortables sur la nature de la justice à la lumière des convenances politiques. L'un des CA les plus controversés fut celui d'Erhard Milch, un maréchal de la Luftwaffe condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Initialement condamné à la réclusion à perpétuité, Milch vit sa peine réduite à 15 ans en 1951. Plus surprenant encore, il fut libéré en liberté conditionnelle en 1954, ayant purgé moins d'une décennie pour son rôle dans l'exploitation du travail forcé et les expériences médicales. Le cas de Milch n'était pas unique. Friedrich Flick, un industriel qui avait largement profité du travail forcé, fut condamné à 7 ans de prison. Cependant, il fut libéré après avoir purgé seulement 3 ans, une décision qui provoqua l'indignation publique et souleva des questions sur la clémence perçue envers certains accusés. Les commutations et libérations anticipées résultaient souvent de considérations politiques et du désir de revitaliser l'économie allemande au début des années 1950. John G. McCloy, le haut-commissaire américain en Allemagne, joua un rôle crucial dans ces décisions, commuant plusieurs sentences dans un mouvement qui serait examiné pendant des années. Les séquelles des procès de Nuremberg et les destins ultérieurs des nazis condamnés révélèrent l'interrelation complexe entre justice, politique et pragmatisme. Tandis que certains criminels de guerre marchaient libres, tandis que d'autres faisaient face à la peine maximale, le monde restait confronté à des vérités inconfortables sur la nature de la responsabilité à la suite d'atrocités sans précédent. L'héritage de ces décisions projetterait une longue ombre sur les efforts futurs pour traduire les criminels de guerre en justice. L'application inégale du châtiment et les considérations politiques qui influencèrent les destins des condamnés serviraient à la fois d'avertissement et de référence pour les tribunaux internationaux dans les décennies à venir.